Luca De Meo lâchera donc le volant de Renault le 15 juillet avec pour mission, peut-être impossible, on verra ça dans les prochaines minutes, de redresser Kering dont il va devenir le directeur général. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Le choix du futur ex-patron de la marque aux losanges a été hier largement salué par les marchés, dans des proportions assez incroyables, avec une flambée pour le coup de 12% de l'action Kering et une baisse de 9% pour Renault. Est-ce que ça prouve, Philippe, que Luca De Meo est perçu, à tort ou à raison, par les marchés comme une superstar par les investisseurs? J'ai pas le souvenir que la nomination d'un patron ait autant fait bouger des titres. Alors, ça arrive quand même régulièrement. C'est vrai, on se souvient quand Carlos Tavares était arrivé, et pas seulement dans l'automobile. Il y a depuis au moins 2 décennies une starification un peu des patrons dont le recrutement ressemble de plus en plus au mercato du football, quoi, hein. C'est-à-dire que effectivement, euh, à la fois, on est prêt à beaucoup de sacrifices pour avoir des bons patrons. Et puis, on donne une importance. Quand je dis on, c'est évidemment les actionnaires, hein, donne une importance parfois démesurée, enfin en tout cas un petit peu exagérée, à l'importance du patron. Est-ce que c'est l'équivalent d'un Mbappé, c'est-à-dire que il peut faire la différence sur un match? C'est vrai dans les cas probablement de retournement d'entreprise. C'est pas vrai évidemment dans tous les cas. Et là, en l'occurrence, avec l'histoire de Lucas De Meo, c'est un pari à beaucoup de titres finalement, hein, puisque c'est d'abord le pari d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur du groupe Kering. Pourtant, il y avait des talents à l'intérieur, bien entendu. C'est d'aller prendre un spécialiste, enfin quelqu'un qui n'est Et pas un voilà, spécialiste du luxe. exactement. C'est-à-dire que le deuxième pari, c'est au lieu d'aller chercher, d'aller piquer un type chez LVMH comme ou chez Hermès comme on faisait auparavant, là, on va chercher un gars de l'automobile. Or, il y a pas d'industrie aussi différente que celle de la mode et de l'automobile. Alors, elles ont évidemment en point commun l'importance de la marque, le marketing, etc. C'est ce qu'on met en avant en disant que Luca De Meo, c'est un as du marketing. On dit qu'il est milanais, qu'il est très élégant. Enfin, on peut avoir beaucoup d'arguments comme ça. Il reste que l'automobile, c'est une industrie de temps long, c'est une industrie de technologie, c'est une industrie de très gros volume. Et le domaine du luxe, et particulièrement celui de Kering, ça reste un domaine de temps beaucoup plus court et de grande dépendance à la création, à la mode. On dit souvent que Kering est trop orienté vers la mode, même par rapport à des entreprises comme LVMH, y compris dans le domaine du luxe. Et donc, c'est effectivement un pari assez osé qui repose sur l'idée que la compétence de Luca De Meo comme redresseur d'entreprise est exportable d'une industrie à une autre. Alors ça, c'est évidemment déjà vu, hein. On a vu des gens passer des hamburgers à l'électronique, hein. On se souvient, par exemple, l'ancien patron de Pepsi Cola était devenu patron d'Apple. Enfin, et en France, il y a aussi des exemples de ce type. Donc, c'est pas tout à fait nouveau, mais ça reste quand même en général des paris assez audacieux dans la mesure où la culture du métier, la culture de l'entreprise, c'est important. Mais évidemment, ça dépend de ce qu'on veut faire et probablement François-Henri Pinault est un peu acculé à trouver des solutions entre guillemets disruptives, hein, comme on dit dans l'automobile et dans la technologie aux États-Unis, c'est-à-dire vraiment de rupture par rapport à ce qu'il a essayé avant, parce que son groupe est dans une mauvaise passe, un petit peu comme l'était d'ailleurs Renault. C'est là que l'analogie peut s'établir en 2020 quand Cademio est arrivé. Ouais. En tout cas, la bourse apprécie cette idée d'avoir non pas un spécialiste du luxe, mais un top manager qui a fait ses preuves dans d'autres secteurs. Kering prend un risque ou pas avec cette nomination? Parce qu'on sent bien que c'est un tournant stratégique, hein, pour le géant du luxe. Oui, bien sûr, c'est un risque, mais bon, c'est un risque qui est totalement calculé, hein, bien sûr, qui ne va pas forcément réussir. C'est effectivement le risque
de se dire que quelqu'un qui ne connaît pas le métier, mais connaît bien le redressement d'entreprise, enfin redressement, c'est surtout chez Renault qu'il l'a fait. Il l'avait fait un peu chez Fiat parce que c'était une entreprise, Fiat était une entreprise aussi en difficulté, qu'il avait redressé avec la Fiat 500, etc. Donc, il sait ce que c'est qu'une entreprise qui va pas très bien. Renault perdait 8 milliards en 2020 quand il est arrivé. Et donc, ça, évidemment, lui, ça lui fait pas peur d'aller se frotter à Kering, qui n'est pas encore dans cette urgence-là. Mais cependant, les analystes disent qu'effectivement, il y a peut-être moins d'un an pour essayer de redresser Kering, qui est en difficulté, dont les patrons valsent régulièrement, justement du fait de ces difficultés, et qui n'arrive pas à stabiliser finalement son business comme a réussi à le faire ses concurrents Hermès et LVMH. Les difficultés de Kering, ce sont en priorité celles de Gucci. Gucci, dont les ventes ont baissé de 20% l'an dernier. Sur ces défis, encore une fois, que Luca de Meo va devoir relever chez Kering, concrètement. Alors concrètement, d'abord effectivement, il y a la dépendance à Gucci. Gucci, c'est les 2 tiers du chiffre d'affaires de Kering. Et les difficultés qu'ils ont aujourd'hui, elles viennent en grande partie des difficultés de Gucci, et notamment d'un problème de création. Alessandro Di Michele, le directeur de création, est parti parce que les grosses fleurs sur les sacs à main, ça marchait moins bien. Et puis on a pris un autre créateur italien de Sabato qui, lui, est beaucoup plus sage, mais il était trop sage, donc ça n'a pas fonctionné, donc il est parti. Il y en a un nouveau qui vient d'arriver. Enfin voilà. Donc ce cycle-là, évidemment, est assez mauvais, mais c'est pas le seul problème de Kering. Kering a un problème d'abord à l'international. La Chine, c'est quand même le tiers de son chiffre d'affaires, et on ne sait pas ce qui va se passer à la fois sur le plan de la guerre commerciale et puis aussi sur le marasme actuellement de la consommation en Chine. Il y a le problème américain, évidemment, c'est le quart de son chiffre d'affaires, et c'est quand même aussi un domaine très mouvant aujourd'hui, si on songe aux histoires de taxes douanières. Et puis, il y a un problème purement financier, c'est que Kering s'endette de plus en plus. Ils ont fait des achats somptueux pour des sièges à Milan, à Paris, etc. Et donc, ils commencent à avoir un problème financier très sérieux. Il faut réduire la dette, et donc ils ont déjà commencé à vendre beaucoup d'immobilier parce qu'ils en ont. Et ça, je dirais que Cadémeo, Ah, Philippe, on a un problème de liaison avec vous. Vous m'entendez, Philippe? c'est une entreprise qui fait des sacs à main, des petits tailleurs. Et... Oui, oui, très bien. Oui, oui. ça a coupé pendant 20 ou 30 secondes, pardon. Vous disiez? Oui, oui. Ah, d'accord. Voilà, non, non, voilà, je disais simplement que rationaliser une entreprise industrielle comme Renault, c'est pas du tout la même chose que de rationaliser une entreprise de mode qui fait des sacs à main, des tailleurs, et qui a une instabilité chronique qui est beaucoup plus grande. Donc, effectivement, ce pari de la rupture de la part de Kering, il est pour le moins audacieux. Bon, on a un problème de liaison. On va remercier Philippe en tout cas. Philippe Escande, oui, éditorialiste au Monde, merci beaucoup. À bientôt.